vraiment, ce qui fait la saturation, c'est ces deux points. On est toujours stimulé et c'est toujours cérébral. Et le deuxième point, c'est que ce qu'on fait pour essayer de résoudre cette saturation, en fait, aggrave le problème. Donc ça peut toucher tout le monde parce qu'on est dans ce monde surstimulé mentalement. Et ça peut toucher particulièrement si on écoute un peu trop les solutions paradoxales qu'on nous propose. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé. Ce matin, ça va vouloir dire à votre saturation. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Puisque nous allons parler ce matin du syndrome de saturation et comment en sortir et apprendre à désaturer. Je reçois Alicia Sandon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous êtes également formatrice en hypnose et thérapie brève. Et vous êtes spécialisée en psychologie du développement et en neuropsychologie. C'est ça. Vous êtes venu avec Philippe Haïm, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute, vous êtes également formateur et vous apprenez à d'autres soignants à pratiquer l'hypnose et la thérapie au sein de votre institut qui s'appelle Utile. Et ça ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce. Non, UTHYL. Voilà, je ne sais pas où ça vous est venu ça. Oui, alors c'est un jeu de mots parce qu'il fallait mettre le thérapie, hypnose, le Y, ça vient de hypnose. Oui, voilà. Bon, alors c'est un truc de psychiatre ça. Oui, ouais. On n'utilise pas l'hypnose comme un remède, mais comme un moyen de créer un contexte favorable pour apprendre. C'est de... Oula, alors ça c'est d'Erickson. Exact. Voilà. Oh, j'ai trouvé ça sur votre site. Hein. Oui, oui. Donc Milton Erickson qui a révolutionné l'hypnose au XXe siècle et nous l'a fait voir autrement et a beaucoup inspiré les thérapies par l'hypnose. Oui. Avec toutes les citations que vous aimez bien. Il y en a quelques-unes. Hein. Ouais, bah oui. Je trouve que les citations qu'on aime sont souvent un moyen de se définir un peu. Puis j'en mets souvent... quand j'écris des articles ou des livres, là, on en a mis aussi au début des chapitres. Qui sont bien ciblés à chaque fois. Ouais. Voilà. Donc vous aviez votre petit dictionnaire. Oui, j'en collecte un petit peu. De citations. Ouais. Mais j'en ai quelques-unes que je vais garder d'ailleurs. Alors vous publiez « Je désature la méthode pour retrouver vos facultés, votre équilibre » chez Marabout, un livre que vous avez conçu comme un véritable guide thérapeutique. Et je suis content parce qu'enfin quelqu'un utilise le mot « saturé ». Ah oui. J'ai pas beaucoup utilisé ce mot saturé. Alors là, je suis désolé. C'est vrai que c'est je fais un burn-out, je suis à bout, mais pas saturé. Les gens l'utilisent quand ils arrivent dans notre cabinet. C'est ce qui nous a aussi inspiré finalement dans l'écriture du livre. Et en même temps, c'était aussi une manière de montrer que quelle que soit la porte d'entrée par laquelle ils entrent, ils arrivent à ce syndrome de saturation. C'est vrai que les gens vont dire « je fais un burn-out », d'autres gens vont dire « je suis en surcharge mentale », il y a d'autres gens qui vont parler de burn-out familial, c'est plutôt à la maison qui sature. Tous ces mots-là, où je suis saturé par les relations aux autres, ça me prend la tête, ça m'envahit, et tout ça amenait au même endroit. Donc on aurait pu parler du burn-out, mais ça aurait été ciblé uniquement sur l'aspect professionnel, alors que souvent c'est multiple, et ce qui est commun à tout ça, c'est justement la saturation de la mémoire de travail. Et pourtant le terme de syndrome de saturation, vous l'utilisez pas dans votre livre? Parce que c'est un syndrome qui n'existe pas à proprement parler en fait. C'est vraiment un terme que les personnes utilisent quand on déroule, finalement quand on les questionne, ceux qui viennent par la porte d'entrée du burn-out, ceux qui viennent par la porte d'entrée des saturations relationnelles et autres. Quand on creuse un tout petit peu, c'est là où ils arrivent à formuler ce point-là de se dire « j'en peux plus, je sature » en fait. Donc c'est plus un terme utilisé qu'un syndrome réellement existant. Il n'est pas dans la CIM-10 ou dans... Effectivement, c'est pas un syndrome au sens d'une classification médicale. Maintenant, il n'est pas dans le DSM. Il est pas dans la venir, vous allez voir. On verra si ça a beaucoup de succès. Mais ce qu'on a appelé le syndrome, je trouve que ça s'exprime comme un syndrome, dans le sens où un syndrome, c'est plusieurs symptômes, et que là, il y a plusieurs saturations qui se cumulent, et tout ça forme un syndrome. Et en quoi ça forme un syndrome aussi? C'est parce que un syndrome, c'est quelque chose qu'on découvre toujours par une porte d'entrée. Vous avez un symptôme qui attire l'attention du clinicien, et puis il y en a d'autres derrière, et en fait, c'est un symptôme qui nous ouvrait vers tout le syndrome. Et là, c'est un petit peu pareil, on se rendait compte que les gens se plaignent d'une des choses en premier, et souvent, on trouve toujours le reste. C'est souvent assez stéréotypé. Et vous expliquez que le syndrome de saturation est devenu une réalité quasi quotidienne, et pour quasiment chacun d'entre nous. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve chez quasiment tout le monde et par différentes portes, c'est ce qu'on disait en fait. Là, on en explore quelques-unes, mais on parlait en venant tout à l'heure d'ailleurs même des personnes qui ont des troubles anxieux généralisés, de toutes ces choses-là. Tout le monde a cette saturation, les pensées qui tournent tout le temps en tête en fait. Et cette saturation, elle vient à la fois du monde dans lequel on vit, et à la fois de ce qu'on fait pour essayer de le résoudre. Alors, tout le monde n'en est pas atteint au même stade. On constate tous qu'on est surstimulé.
On constate tous qu'on a beaucoup de choses dans la tête. Il y a des personnes qui en souffrent plus ou moins. Tout le monde ne vient pas consulter, tout le monde ne va pas forcément s'acheter un livre sur le sujet. Mais ça peut aller crescendo. Voilà. Donc ça atteint tout le monde. À la fois, tout le monde n'est pas au 36e dessous avec ça, et heureusement. Mais par contre, il y a un potentiel que ça puisse toucher tout le monde, vu le monde qui nous entoure. Et donc parfois, il faut mieux faire de la prévention. La surstimulation dont vous parlez, ouais. Alors la surstimulation le côté du de la cerveau, surstimulation du cerveau qui n'arrête jamais en fait. On ne fait quasiment plus aucune pause, finalement vraie pause. Tout est dans la tête à chaque fois. On n'a que des activités qui sont cognitives en fait. Et c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que finalement, si on interrogeait tout le monde, ça arrive à tout le monde de dire à un moment donné, j'aimerais bien avoir le bouton stop. En fait, ça tourne tout le temps, j'en ai marre, j'arrive pas à me reposer. Et ben en fait, voilà, c'est là où est cette saturation. C'est qu'on a trop de pensées dans la tête en fait, et on ne s'autorise plus à redescendre un tout petit peu dans le corps. Et le bouton stop n'existe pas. N'existe pas, non. Non, il n'y a pas de bouton stop. Et je pense que vraiment ce qui fait la saturation, c'est ces deux points. C'est le point dont vient de parler Alicia. On est toujours stimulé et c'est toujours cérébral. On le dit dans le livre, sur le plan physique, il y a des choses qui se sont améliorées pour nous. On fait moins d'activités physiques de force au quotidien. On ne va plus une demi-journée au lavoir laver notre linge. On a des machines qui coupent nos légumes. Il y a plein de choses qui sont... Non, bah, même on se fait livrer ses courses. Oui. Voilà, on fait plus forcément la vaisselle. Exactement. Donc sur le plan physique, on devrait avoir... on a des jours de repos. On n'a jamais eu autant de repos qu'aujourd'hui. Oui, mais par contre, on n'a jamais le temps. C'est étonnant, on aurait dû gagner énormément de temps. On n'a jamais le temps, mais parce que toutes les stimulations physiques, on les a remplacées par des stimulations mentales, cérébrales, de plus en plus. En fait, c'est quand même intéressant. Je veux dire, si les gens qui vivaient il y a un siècle nous voyaient, ils nous diraient, mais vous devez avoir un temps fou. Vous travaillez moins d'heures que nous, vous avez plein de machines autour de vous qui font du boulot à votre place. Mais non, mais on est débordé tout le temps. Et donc, en fait, on a cette surstimulation mentale. Ça, c'est le premier point qui fait la saturation. Et le deuxième point qu'on explique petit à petit, progressivement dans le livre, c'est que ce qu'on fait pour essayer de résoudre cette saturation, en fait, aggrave le problème. On fait des choses qui sont complètement paradoxales pour essayer d'apaiser cette stimulation. Donc, ça peut toucher tout le monde parce qu'on est dans ce monde surstimulé mentalement. Et ça peut toucher particulièrement si on écoute un peu trop les solutions paradoxales qu'on nous propose. Et justement, faire une pause quand on est saturé, c'est pas forcément la bonne idée. C'est une bonne idée, mais il faut faire la bonne pause en fait, parce que on a tendance à cibler une pause physique. La récupération physique, c'est pas la récupération mentale en fait, parce que la fatigue physique, c'est plus dans le cadre de la saturation en fait une conséquence de la fatigue psychique en fait. Ça en découle. Donc en fait, on soigne la surface, mais on soigne pas le fond quand on fait la pause qu'on fait classiquement en fait. Donc on fait pas les bonnes pauses. Donc par exemple, on va faire des pauses qui stimulent encore notre mémoire de travail, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir, à classifier des données. Si caricaturalement je sors du boulot pour aller fumer une cigarette ou boire un café avec les collègues en parlant travail, c'est pas une pause. Mais même si j'arrête... Mais est-ce que si je vais boire un café et que je fume une cigarette, est-ce que c'est une pause ? Ça dépend ce que j'y fais. Si je fais ça, de le faire, oui. Ouais, exactement. Si je fais ça en scrollant mes réseaux sociaux, c'est pas une pause. Si je fais ça en lisant le journal, c'est pas une pause. Même si je parle complètement d'autre chose en lisant mon journal ou même un roman, mais je continue à activer Et ça, les gens n'en ont pas conscience. Non, absolument pas. Vous parlez de la pause déjeuner, par exemple. Alors, c'est quoi une bonne pause déjeuner pour vous ? Alors, bien évidemment qu'on a le droit de parler, on a le droit de parler avec les collègues et autres, mais il faut avoir durant cette pause déjeuner quelques minutes en fait, pendant lesquelles on va déconnecter en fait, où on va être plus dans les sensations justement, plus que dans l'intellectualisation du moment en fait. Donc c'est profiter de ce qu'on est en train de manger, profiter de ce qu'on est en train de boire en fait, sentir la bonne odeur. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point la pause déjeuner n'est pas une pause pour la mémoire de travail. C'est-à-dire que quand vous allez pendant une pause et que vous avez une heure et que vous êtes avec d'autres gens, vous parlez, vous choisissez ce que vous allez manger, vous surveillez l'heure pour remonter au bon moment, etc., etc. Vous avez fait énormément travailler votre mémoire de travail. Donc il ne s'agit pas de plus la faire cette pause. Et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de dire, les pauses qu'on propose, c'est des pauses courtes, mais plusieurs fois dans la journée. 3 pauses dans la journée, donc. Au minimum, et 100% sensoriel, 100% corporel. Faut pas qu'il y ait d'intellect là-dedans. Et c'est pour ça qu'on fait une erreur avec les pauses. Et évidemment, vous dites les gens n'en ont pas conscience. Oui, comment on pourrait avoir conscience que ma pause déjeuner n'était pas une pause ? Oui, la plupart des gens, ils sont en pause déjeuner, ils sont super contents. Mais c'est très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est aussi un leurre. Parce que quand on a un petit peu ce petit coup de mou de milieu de matinée, ça a dû vous arriver aussi, vers 10h30, 11h, on en a un petit peu marre, on boit un petit café.
On se dit, je vais tenir le coup, j'ai la pause tout à l'heure. Mais encore une fois, la pause de midi, c'est plutôt une phase où on est cognitivement très sollicité, en fait. Donc la vraie pause vient juste après le repas, ce fameux moment en fait, où on se dit, je digère. Et on divague un tout petit peu, en fait. Et non, vous dites que la fatigue, c'est pas parce qu'on digère. Voilà, Non. c'est plus, on digère, mais d'un autre niveau, on digère cognitivement toutes les informations finalement qu'on a traitées pendant ce laps de temps-là. Mais c'est vrai que du coup, on tire justement sur la corde en se disant, je vais faire ma pause, qui n'est pas une pause parce que c'est une surstimulation, et derrière, on réenchaîne directement, et c'est là où finalement la saturation commence à s'introduire en fait. Alors c'est une pause pour les gens parce qu'ils ne travaillent pas pendant ce C'est temps-là. une pause physique. Voilà. Et c'est une pause qu'il faut faire parce qu'il faut manger, il faut se restaurer, il faut, si on mange entre collègues, entretenir de bonnes relations avec les autres, c'est fondamental. Mais si vous avez rempli votre mémoire de travail avec le boulot toute la matinée sans faire de pause au milieu pour la vider un petit peu, vous la continuez à la remplir avec d'autres éléments. Tiens, j'ai appris qu'un tel, il lui arrivait ça en ce moment dans sa vie, un tel, il m'a raconté des nouvelles de ça, un tel, on a parlé de l'évolution de l'intelligence artificielle, et puis j'ai encore rempli ma mémoire de travail, puis après je me remets au travail, j'ai des mails qui sont arrivés, je remplis encore ma mémoire de travail. Je suis épuisé. C'est pas la digestion. La digestion, ça dure plusieurs heures en fait dans le corps. C'est pas 20 minutes après le repas la digestion. Et non, en fait, c'est cette digestion d'informations. Si on a vidé notre mémoire de travail régulièrement, qu'on a laissé un peu de place, on va être mieux après. Mais de toute façon, on a un coup de mou parce que c'est le cycle circadien. Ouais. À cette heure-là. Donc elle est normale, ce coup de mou il est normal. Oui. Digestion ou pas d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est justement en fait le cycle circadien ou ultradien aussi dont on parle dans Alors le livre. parce que vous parlez de cycle ultradien. Je connaissais pas l'expression moi. Alors, c'est la même chose? Non, ultradien, non. Diem, le suffixe, ça veut dire le jour. Circadien, c'est autour du jour. Donc par exemple, le cycle veille-sommeil, c'est un cycle circadien. D'accord. Il y a des cycles infradiens, donc avec une fréquence plus longue qu'un jour. Par exemple, le cycle menstruel, il dure à peu près un mois, c'est un cycle infradien. Et il y a des cycles ultradiens, c'est plus court qu'une journée. Et donc, c'est ce cycle qu'on a qui dure à peu près 1h30, 2 heures. D'accord. Et ça, c'est le cycle pendant lequel notre attention est à son maximum. Et à son minimum aussi. Justement, c'est le cycle qui montre notre variation d'attention en fait. Et c'est ce cycle qu'on Pendant 1h30, on n'est pas attentif? Alors, si, justement, mais c'est sur une période de 2 heures, en fait, on va avoir une sorte de variation. On a un pic attentionnel et puis ensuite, on a un décrochage qui ne va pas durer 1 heure, qui va durer quelques minutes, en fait. Ouais. On a 1h30 d'attention à peu près, soutenue, et puis entre 5 et 20 minutes de décrochage. Voilà. Mais ça c'est automatique là aussi. Quand on est les formateurs, ça maintenant l'ont vraiment bien compris. Hein, ceux qui font des formations, enfin normalement les profs, ils ont compris que l'attention elle décroche au bout d'un moment. Alors c'est automatique si on laisse le phénomène se faire, parce qu'on peut prendre le dessus en fait, on peut se forcer. Justement. Contrairement aux autres cycles, vous pouvez pas infiniment aller contre le cycle du sommeil à un moment donné. Il y a des cycles corporels, on ne peut pas aller contre. Celui-là, il a cette particularité qu'effectivement il est naturel, les profs l'ont compris, mais aussi les réalisateurs de films, disons, qui font des films d'à peu près 1h30, 2 heures. Si on a un film de 5 heures, on peut pas. Tout le monde le voit. Il faut faire une pause. Il faut faire une pause, sinon on comprend pas. Et s'il y a des pièces de théâtre trop longues, il y a des entr'actes. Enfin, c'est normal ça. Mais effectivement, il est fragile ce cycle parce qu'on peut le contrer. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30, on décroche un peu et on peut se dire concentre-toi là, focalise-toi, prends un café, prends une clope et puis remets-toi en mouvement. Donc en fait, on peut contrarier ce cycle. D'accord. Et on le fait parce qu'on a la mémoire de travail saturée, donc notre cerveau nous dit il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on ne le sent plus. Donc c'est vrai que les gens qui sont très saturés nous disent mais non, mais je l'ai pas ce cycle, c'est pas vrai, moi j'ai pas ce cycle-là. C'est ça. Et puis alors, soit on peut contrecarrer ce cycle avec la caféine ou toutes ces choses-là, mais on a notre pharmacologie interne en fait. L'adrénaline nous aide beaucoup à tenir aussi. Et c'est sûr que si on est sous adrénaline, on ressent pas la fatigue en fait. Et c'est comme ça qu'on peut enchaîner de plus en plus de choses à chaque fois. C'est ça. Et on a une capacité, si vous voulez, d'aller en sur-régime. Comme une voiture, vous la mettez en première ou en seconde, et puis vous accélérez jusqu'à 60, 70, 80 km/h. Elle va rouler, mais elle va faire un boucan pas possible et puis le moteur va surchauffer. C'est exactement pareil. Vous pouvez pousser votre cerveau pendant un temps, mais au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Bon, alors vous commencez peut-être l'année saturée. Ça tombe bien, on va vous expliquer ce matin comment désaturer avec mes invités Alicia Sandon et le docteur Philippe Haïm qui publie « Je désature chez Marabout, la méthode pour retrouver vos facultés à votre équilibre ». Et alors vous prenez un changement nuancé et la nuance est de taille. Pourquoi est-ce que vous prenez un changement nuancé alors qu'on est en pleine bonne résolution en ce moment Parce qu'en fait, est-ce que vous avez déjà réussi à tenir des résolutions
Quand on les prend, généralement, on est dans des résolutions qui sont absolues et c'est ce qui fait que ça tient quelques semaines, voire, allez, on va dire quelques mois pour ceux qui sont les plus courageux en début d'année, mais finalement, ça tient pas dans le temps. Et donc, ce qui permet d'avoir des changements qui sont plutôt durables, c'est d'accepter cette fameuse nuance, en fait, d'avoir des objectifs qui sont plus raisonnables et surtout qui sortent de ces absolus dans lesquels on veut, desquels on veut se dégager, finalement. Et la nuance, c'est l'idée que justement les solutions qu'on a face à nos saturations, face à ces choses qui nous débordent et on ne sait plus quoi faire, on a envie de faire des choses, on n'arrive pas à les faire et on prend des résolutions qui vont complètement dans l'autre sens. Donc j'arrive pas à faire de pause, et ben je vais prendre des vacances et penser à rien. J'arrive pas à faire de sport, je vais mettre un programme de sport tous les jours pendant 1 heure. Et donc en fait, tant qu'on est dans pareil, les gens qui arrivent pas à dire non aux autres, on leur dit pense à toi, sois égoïste, dis non à tout, tu t'en fiches du regard des autres. Donc je suis perdu entre je suis soumis au regard des autres et je m'en fiche du regard des autres. Voilà, donc les injonctions contradictoires. Exactement, on a des injonctions contradictoires, paradoxales, et les bonnes résolutions, ça en fait partie, parce que la bonne résolution, ça va être quelque chose, on se dit cette année je vais faire tout ça, et puis en fait on n'y arrivera pas, et quand on n'y arrivera pas on sera déçu et on va se balader entre je devrais faire tout ça et j'arrive à faire rien. Et quand, à partir du moment où on est dans ce paradoxe, ça ne fait qu'aggraver notre saturation, parce qu'on va se mettre à réfléchir encore, mais pourquoi j'y arrive pas alors que je devrais y arriver? Pourtant j'avais dit que je le ferais, mais j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, c'est que je suis nul. Ouais, mais je suis pas nul parce que je devrais faire. Et hop, on remplit encore notre mémoire de travail. Moralité, il faut se débarrasser des to-do list. Ouais, alors il faut être nuancé encore une fois. Il faut être nuancé dans notre to-do list. Il faut être nuancé dans notre to-do list, effectivement. Il faut arriver à avoir des tâches qui sont en fonction du réalisme et puis de nous. Il faut un peu se connaître. Il faut un petit peu être réaliste avec ce qu'on peut attendre de nous. Il ne s'agit pas non plus d'avoir 0 attente. Parce que si vous n'avez plus d'attente, vous n'avez plus de motivation. On a le droit de vouloir faire mieux, de vouloir s'améliorer, de vouloir changer des choses dans notre vie. Surtout que la société nous y invite quand même en permanence aujourd'hui. Oui. Après, l'idée, c'est de pouvoir justement aider à sortir de ce comportement de c'est tout ou rien, en fait, quoi. C'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Soit je sais dire non, soit je suis nulle et j'y arrive pas. Soit je sais faire des pauses, soit en fait, non, ça sert à rien. Il faut que je mette bouchée double pour y arriver, en fait. Et se dire, peut-être qu'il y a un petit entre-deux, en fait. Comme quand on dit dire non, en fait, c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être dans certaines situations, c'est mettre des conditions, en fait, aux choses. Comme vous dites, plus tard. C'est ça. Oui. C'est quelque chose en fait qu'on apprend beaucoup à nos patients. C'est finalement, c'est peut-être pas dire non qu'il faut faire parce que c'est peut-être compliqué, mais dans un premier temps, peut-être dire pas tout de suite en fait. Et rien que de mettre cette temporalité-là amène une nuance et permet derrière de réussir à se positionner quand même un petit peu. Parce que la société nous pousse à ces paradoxes dans tous les domaines. C'est-à-dire que d'un côté, on entend bien qu'il faut être plus productif, être plus engagé dans une entreprise, être plus je ne sais pas quoi. Et d'un autre côté, au même endroit, on va nous dire ne confondez pas la vie privée et la vie pro, pensez à vous, prenez du temps pour vous. Et puis en même temps, les réseaux sociaux vont nous inciter à l'inverse. Et puis voilà. Et pour chaque domaine, donc pour la saturation mentale, on va avoir ce côté soyez productif ou prenez du temps pour vous et pensez qu'à vous. On va avoir je me sacrifie tout le temps pour les autres ou je dois dire non à tout. On va avoir je suis pas à la hauteur, il faudrait que je fasse toujours mieux. Tout est possible quand on le veut vraiment. Et en même temps, arrêter d'avoir des attentes. Et on est à chaque étage, que ce soit en nous-mêmes ou avec la société qui nous entoure, dans ces extrêmes. Que pensez-vous de cette idée véhiculée depuis une dizaine d'années d'être la meilleure version de soi-même ? Je te laisse répondre là. Pourquoi ? Alors ça c'est un passage de... Parce que c'est quelque chose contre lequel je lutte en fait quotidiennement. Soyez la meilleure version de vous-même. C'est assez insupportable. C'est possible c'est possible si vous le voulez, attention. C'est terrible. C'est tellement... préciogène en fait et c'est quoi être la meilleure version de soi-même en fait, sous quels critères, qu'est-ce qui dit en fait ça, donc c'est vrai que ça n'a pas de sens en fait, cette injonction là n'a aucun sens en fait. Et puis c'est une injonction qui est utilisée par des personnes qui veulent vous dire faites ce que je vous propose et vous serez la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire vous serez au top. Et comme en fait humainement on peut pas être au top tout le temps, donc on va faire ce qu'ils nous disent et on va dire mais j'y arrive pas. Et là, ils vont nous dire, t'y arrives pas parce que, attends, pour être la meilleure version de toi-même, j'ai autre chose à te proposer et souvent à te vendre. Et qui va être, mais soit au top, soit tout le temps au top. Et ça, c'est une injonction qui déprime en fait. Et les personnes qui nous disent d'être la meilleure... Dans un second temps,
Elle vous déprime. Oui, elle me déprime parce qu'on n'y arrive pas. Parce qu'au début, vous n'êtes pas déprimé. Ça a un effet soufflé. Ouais, parce qu'il y a quand même, il y a quand même un effet d'entraînement au moment où exactement. Et ça joue sur ce contraste entre cet effet d'entraînement, le fait qu'on n'y arrive pas et on se dit donc je suis pas à la hauteur. Mais en fait, quelque part, quand on vous dit soyez la meilleure version de vous-même, on est en même temps en train de vous dire vous n'êtes pas assez bien. Et donc en fait c'est terrible, ça met une pression pas possible parce qu'on vous dit vous n'êtes pas assez bien. Et c'est en cela qu'on parle de cette approche nuancée et aussi on parle d'approche réaliste, au sens où on vous dit vous ne pouvez pas être tout le temps au top, ça n'est pas possible. Donc à quel moment vous allez quand même pouvoir vouloir faire mieux, à quel moment vous allez et comment accepter que vous ne pouvez pas être parfait, comment c'est possible de l'accepter? C'est ça, en fait, c'est de pouvoir aussi moduler en fait les choses qu'on veut. Il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer et il y en a sur lesquelles il faut être clair, on n'y arrivera pas en fait, ou en tout cas on y arrivera peu et on ne sera pas dans un absolu, encore une fois, d'amélioration. Si on reprend quelqu'un qui veut plus avoir d'anxiété, c'est impossible en fait. Alors la meilleure version de lui-même, ça serait quelqu'un qui serait plus anxieux en fait. Mais c'est une hérésie en fait, c'est pas possible. Par contre, avoir moins d'anxiété, réussir à refaire des choses dans le quotidien, ça c'est quelque chose vers lequel on peut aller en fait. Donc c'est réaliste. C'est réaliste. Oui, nous on parle d'aller vers soi en fait. Alors voilà, c'est exactement ça. Dans votre livre, on apprend qu'on ne peut pas être soi-même, mais qu'on peut aller vers soi. Oui, si j'ai compris. C'est ça. Parce qu'on n'y est jamais complètement. On y va, c'est un chemin. Si vous voulez, la phrase inverse de deviens la meilleure version de toi-même, c'est tu n'es pas assez bien. La phrase inverse de aller vers soi, c'est qu'on est déjà quelque part. On est déjà quelque chose. On a le droit d'avoir des attentes, mais si on a des attentes irréalistes, en fait, on est déprimé tout le temps. C'est vraiment des approches qui, sous des airs éminemment positifs, jouent sur le fait que les gens se sentent pas assez bien et manquent de confiance en eux. Le manque de confiance en soi, c'est souvent une trop forte attente envers soi-même. L'estime de soi, ça veut pas dire se trouver super. En fait, on n'est pas obligé de se trouver super génial. Mais et on peut être heureux. C'est pas la même chose, l'estime de soi et la confiance en soi. Non, c'est pas la même chose. Théoriquement, c'est l'estime de soi, c'est se sentir valable. Et la confiance en soi, c'est se sentir capable. Si on n'a pas de confiance en soi, forcément que l'estime de soi, elle peut pas être présente en fait. Parce que si on se sent pas capable, on va pas se sentir quelqu'un de valable en fait. Donc il faut consolider la confiance en soi pour que l'estime de soi soit plus solide aussi. Mais l'estime de soi veut pas dire je me trouve extraordinaire. Non. Ça veut pas dire je me trouve super. On peut ne pas penser qu'on est forcément le plus beau, le meilleur, etc. et quand même être très heureux. On peut être très heureux dans la vie sans penser qu'on est génial. Par contre, c'est un vrai problème si on pense qu'on n'est pas bien dans la vie parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire si on était idéal. Ça rend malheureux. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut faire. C'est cette nuance-là, en fait. Alors cette saturation, elle est multiple. Vous avez commencé à en parler plusieurs fois tout à l'heure, Philippe. Il y a 4 niveaux. Vous en distinguez 4 niveaux de saturation. La première, c'est la saturation... Alors, la première, c'est cognitive. Bon, ça, on en a parlé effectivement au début de notre entretien. Vraiment, c'est la saturation de la mémoire de travail. La mémoire de travail. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mémoire de travail pour tout le monde? Parce que... Alors, la mémoire de travail, c'est ce fameux atelier exécutif du cerveau, en fait. C'est celui par quoi tout transite. Quand vous réfléchissez, quand vous conceptualisez, quand vous faites du lien, quand vous communiquez, quand vous écoutez un discours, quand vous nous écoutez parler là, en fait, vous sollicitez votre mémoire de travail, en fait. C'est ce qui permet aux informations de transiter et ensuite de pouvoir aller en lien avec les autres types de mémoires qui sont les mémoires à long terme, donc procédurales, etc. Toutes ces choses-là, en fait. Mais donc, c'est vraiment l'administrateur central. On sollicite la mémoire de travail tout le temps, en fait. En fait, il analyse, en quelque sorte, il travaille avec les stimulations qu'il reçoit et il vous amène, depuis votre mémoire et votre cerveau, les concepts dont vous avez besoin pour les traiter. Donc voilà, il rassemble tout ça, il met ça dans une boîte et on travaille avec cette matière-là. Alors vous prenez des métaphores dans votre livre, il y a l'ordinateur... La boîte de Lego. La boîte de Lego, oui. La boîte de Lego, par exemple. Ouais. Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de faire comprendre justement aux personnes, aux patients et aux personnes qui liront ce livre, comment fonctionne cette mémoire de travail pour essayer de ne pas être dans des jargons justement incompréhensibles. Non, mais c'est très clair en plus dans votre livre. Mais ça, quand on utilise un concept qui est nouveau, il faut l'expliquer tout simplement. Oui. Alors, finalement, cette boîte de Lego, c'est de pouvoir imager. Alors, c'est très schématique. Mes collègues neuropsy m'excuseront l'image, mais c'est
c'est comme si on avait une boîte, à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, en fait, dans laquelle on mettait des Legos à chaque fois qu'on pense à quelque chose, en fait, à chaque fois qu'on traite justement une information qui transite par la mémoire de travail. Donc je vous laisse voir depuis le début de l'interview combien de Legos sont tombés dans la boîte finalement. Heureusement, on a fait une petite pause tout à l'heure, donc on a pu en vider. Au bout d'un moment, ces Legos, ils remplissent la boîte, même si on essaie d'être dans de l'optimisation de la place et qu'on joue à Tetris en essayant de les faire rentrer les uns dans les autres. On va peut-être même en faire rentrer c'est pas des positions judicieuses en fait, ça va être plein, ça va saturer cette boîte et les nouveaux Legos, ils pourront plus rentrer dedans, ils vont ricocher et ils vont tomber à l'extérieur de la boîte. C'est là où on va être finalement sur une mémoire qui sera réellement uniquement immédiate en fait et on pourra plus retenir les informations. C'est là où les personnes vont dire j'ai plus de mémoire, j'arrive plus à me souvenir, j'arrive plus à me concentrer en fait, parce qu'en fait la mémoire de travail elle est figée, elle nous permet plus de pouvoir penser. Il faut avoir ces fameux temps de pause cognitive pendant ces petits décrochages de quelques minutes, on va enlever des Legos en fait de la boîte, parce qu'il y en a qui vont aller en mémoire à long terme, il y en a qui vont partir à la déchetterie, ce qu'on a petit déjeuner et autres, et ça va refaire de la place et donc on va pouvoir continuer à être fluide en fait dans notre façon de traiter les informations. Si on la vide pas assez, on peut avoir des illusions. Par exemple, on va nous amener plein de Legos qu'on a à travailler, par exemple au boulot, et on va se dire oh ça va rentrer. Et sauf qu'en fait, elle est encore aux 3/4 pleine, la boîte. Et donc, ça rentre pas. Et donc, on se dit, mais c'est pas possible. Alors, effectivement, le fait qu'on puisse être en sur-régime, c'est comme si on disait, effectivement, c'est une boîte à chaussures, donc on pourrait un peu pousser les parois, quoi. Pendant un temps seulement. Ça finira par rentrer. Ça finira par rentrer. Non, si on fait pas un peu de tri de temps en temps, et le tri, il se fait de façon inconsciente, justement, quand on décroche le cognitif, si on fait pas un peu de tri de temps en temps, on pourra plus rien rentrer de nouveau. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que nous ne sommes pas multitâches. Oui, c'est une fausse croyance. C'est fou, hein. Pourtant... Même les femmes. Même les femmes, oui, j'en suis désolée. Pour moi-même aussi. Mais non, même les femmes. On a peut-être une capacité très prononcée de pouvoir passer d'une tâche à l'autre de façon extrêmement rapide, en termes de millisecondes en fait. Mais on ne traite pas deux tâches en même temps. On n'est pas multitâche en fait. Donc on ne fait que passer de l'une à l'autre extrêmement rapidement, ce qui nous sature en fait. Et en fait, quoi qu'il arrive, je sais que des fois quand on dit ça, il y a certaines femmes qui disent « Ah bah si, quand même, moi je vois bien que je suis plus multitâche que mon mari ». Mais... ce qui se passe quand on regarde les études sur le multitasking, comme ils disent en anglais, c'est que quand vous donnez plusieurs tâches à quelqu'un, il se passe inévitablement une de ces deux choses. Soit il privilégie une tâche sur l'autre, soit ils ralentissent l'ensemble du traitement des tâches. Donc vous pouvez avoir l'impression que c'est pas efficient, quoi. Non, c'est pas efficient. Ouais. Si vous avez l'impression que vous êtes multitâche, sans vous en rendre compte, vous avez soit travaillé plus lentement, soit privilégié une des deux tâches. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre ordinateur, que vous êtes concentré sur une tâche, que vous voyez un message sur Teams ou n'importe quelle messagerie, que vous y répondez en même temps, eh bien, vous n'êtes pas concentré. Vous le faites un peu moins vite. C'est ça. Les seules choses qu'on arrive à faire en attention multiple, en fait, en multitâche, c'est quand ça sollicite ce qu'on appelle ces mémoires qui sont implicites, non déclaratives, en fait. Donc la mémoire procédurale et la mémoire qui est un peu plus sensorielle, en fait. Les automatismes. Les automatismes, en fait. Tout ce qu'on fait par automatisme, quand on conduit, quand les choses auxquelles on ne réfléchit plus, parce que c'est vraiment rentré à un autre degré, en fait, c'est plus cognitif du tout, en fait. Donc à ce moment-là, on peut faire deux choses à la fois. Si on conduit, qu'on répond à un message ou un SMS, alors ça justement c'est pas pareil, mais si on a quelqu'un qui nous parle, parce qu'on a une attention sur laquelle on va regarder notre... Admettons, on est au téléphone avec quelqu'un, on répond pas à un message, mais on est en ligne avec quelqu'un et on conduit. Alors ça dépend. Disons qu'il y a une conduite que vous allez faire en automatique. C'est vrai que ça peut rendre les choses dangereuses parce qu'on a moins de réflexes. Mais conduire, ça se fait en automatique au sens où, quand vous apprenez à conduire, on vous dit démarre la voiture, vous allez penser j'appuie sur la pédale, je passe la première, je mets le clignotant, je regarde. Si vous savez bien conduire, je vous dis démarre la voiture, vous démarrez la voiture. Et vous pouvez faire autre chose en même temps. Mais regardez, vous êtes en train de discuter avec la personne qui est à côté de vous en conduisant. Et d'un seul coup, il y a des travaux sur la route, ça change l'itinéraire. D'un seul coup, on dit attends, on reprend cette conversation après, là, il faut que je me concentre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre mémoire de travail s'est mise à se remplir d'informations à traiter. Et donc, vous avez un peu moins de mémoire de travail pour la conversation que vous étiez en train de mener. Donc, il y a des tâches qu'on peut faire automatiquement. Je peux attacher mes lacets en continuant ma conversation. Ça, c'est une tâche tout à fait automatique. Je peux beurrer une tartine, j'en sais rien, faire un truc que je sais faire en automatique. Mais si ça devient plus compliqué... Ça rajoute un autre système d'attention. Si on est en train de rouler sur une route classique qu'on connaît bien, ou une route de campagne, moi j'habite en Meuse, alors du coup il y a beaucoup de routes de campagne, on a la mémoire procédurale de la conduite et on a la mémoire sensitive, on connaît l'environnement en fait. Donc on traite ces informations-là d'une manière inconsciente, on peut parler en même temps. Et c'est ce que Philippe disait par rapport à cet exemple, si l'itinéraire change, ça nous enlève ce côté de la mémoire sensorielle et donc parler en même temps donne un troisième, et au moins un troisième je dirais, type
attentionnel sur lequel il faut partager l'attention, en fait, vous voyez. Donc là, ça démultiplie encore plus. On parle de saturation ce matin avec mes invités, Alicia Sandon, le docteur Philippe Haïm qui publie Je désature, la méthode pour retrouver vos facultés et votre équilibre aux éditions Marabout. Le deuxième type de saturation que vous évoquez dans votre livre, c'est la relation relationnelle. Qu'est-ce que c'est saturation relationnelle. Ouais. Tu veux en parler ou... En gros, c'est de la même manière que la saturation cognitive, c'est des gens qui vont nous dire je sature. La saturation relationnelle, c'est souvent des gens qui vont dire finalement je sais pas dire non, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à dire non. Je me fais toujours avoir. Ce fameux trop bon, trop con, finalement, on me demande tout le temps, je suis toujours la première à répondre, voire même je réponds avant même qu'on m'ait demandé, et voilà, et je déborde en fait. Que voulez-vous, je suis comme ça, j'aime aider les autres, puis après tout, il faut bien que quelqu'un le fasse, sinon qui va le faire? Et ils ont quand même besoin de moi, et puis c'est moi qu'on vient chercher, parce que oui, en général, voilà, et ça va être des gens qui vont être saturés par les demandes des autres, et tant et si bien qu'ils n'arrivent pas à les hiérarchiser, et ils finissent par être débordés cognitivement par des relations. Et donc, donc ils disent oui, ils se sacrifient, puis des moments ils disent non, ils explosent. Et c'est pas satisfaisant pour eux, encore une fois, parce qu'ils sont dans ces extrêmes, dans ce non nuancé, en fait. Et ils ont déjà essayé, de suivre ce super conseil. Alors, comme les premiers ont déjà essayé de suivre le conseil de ceux qui leur disent mais arrête de penser, en fait, pense à autre chose. Eux, ils ont déjà essayé le fameux dis non, en fait, pense à toi-même, en fait, sois un peu égoïste. Sois égoïste. Mais ça marche pas, en fait. Dites à quelqu'un qui c'est parce qu'ils sont pas égoïstes. Mais ils sont pas, ils veulent pas l'être. Et ça crée une résistance à l'intérieur, en fait, parce que quand ils font des actes, quand ils justement réussissent à mettre à juste titre des fois une limite, une affirmation, en fait ils l'associent à de l'égoïsme, et donc pour eux c'est insupportable. Donc ça renforce cette idée de je peux pas faire ça, en fait. C'est ça, ils ont pas l'impression d'avoir pris soin d'eux, ils ont l'impression de suivre une injonction qui est soit égoïste. Ils disent même je sais que je devrais être égoïste, mais ils sont profondément en général généreux. Ces gens-là, c'est des gens qui aiment aider, ou c'est des gens qui se sentent utiles aux autres. Soit égoïste, il y a une partie de leur cerveau qui dit mais non, c'est inaudible, et donc hop, les extrêmes, et ça repart. Et ça, c'est dans leurs valeurs. C'est ce que vous appelez le double lien. Oui. En fait, on a chacun des valeurs qui nous tiennent, qui nous guident dans la vie, en fait, et auxquelles on a envie de répondre finalement, parce que ça nous correspond. C'est une façon d'être, en gros. C'est ce qui est important dans la perception qu'on a de nous-mêmes. Et ça erronne la perception qu'on a de nous-mêmes. Si on n'a pas envie d'être quelqu'un d'égoïste, en fait. C'est ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est... On voit bien qu'il va falloir mettre une limite, on voit bien qu'il va falloir apprendre à se positionner, mais en même temps, il va falloir le faire pas pour des raisons d'égoïsme, il va falloir le faire avec quelque chose qui a du sens. Le faire parce que je serais égoïste n'a aucun sens, ça ne peut pas marcher. Se sacrifier complètement n'a aucun sens et ne peut pas marcher. Donc il va falloir trouver des conditions, des critères qui nous permettent de nous affirmer, de dire non, de dire plus tard, mais avec du sens. Il faut que ça ait un sens pour les gens. Si ça n'a pas de sens, ils y arriveront pas. Oui, il ne faut pas le faire aléatoirement, en fait. Il y a une logique dans le fonctionnement quand même. Comment sinon, poser ces limites-là? Non, ça serait au petit bonheur la chance, en fait, et puis ça n'aurait aucun impact sur mais les gens disent parfois j'y arrive, mais enfin, oui, mais il faut que ça ait un peu de sens. Il y a la théorie des cercles, donc il y a des cercles dans le livre, oui. Alors vous expliquez avec un petit carnet, il faut marquer... Oui. Voilà. Alors l'idée, c'est en expliquant assez rapidement, c'est que nos relations, en fait, notre problématique, c'est que justement, on les vit, on les investit de manière inconditionnelle, en fait. Peu importe que ce soit le collègue lambda ou notre compagnon, en fait, on va avoir un comportement similaire, des attentes similaires, et répondre à leurs demandes de façon similaire, en fait. Et c'est là la problématique. Donc à travers les cercles, on reprend cette fameuse image, on en parle tous des fois en disant ils font partie de mon premier cercle. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a 3 cercles schématiquement dans lesquels on pourrait répertorier un petit peu toutes les relations. Donc, on parle vraiment des relations, pas de la généalogie, par contre, parce que justement, ça aussi, c'est quelque chose qui, des fois, peut entretenir une saturation. Ça veut dire que forcément, toute la famille n'est pas dans le premier cercle. Ah bah non. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est un gros problème, en fait, dont des fois les personnes n'ont pas conscience et qui les saturent, en fait, parce qu'il y a des personnes de la famille qui sont finalement sur un 3e cercle, voire même pour certains en extérieur de ces cercles-là. On explique un peu plus en détail dans le livre, mais... Et certains amis qui sont dans le premier cercle. Voilà, et finalement, c'est ce qui entretient une mauvaise évaluation de nos capacités d'affirmation. Parce que le problème, c'est que si je me dis, moi, je suis quelqu'un qui aide les autres,
et que j'aide indifféremment, je vais aider des gens au travail, et puis je vais revenir chez moi complètement saturé par ça, et puis je vais râler sur mes propres enfants. Et en fait, finalement, ces valeurs que j'ai d'aider les gens et d'être présent pour les autres, je vais finalement les trahir avec les gens que j'ai le plus envie d'aider. Et ça vient souvent du fait que je suis quelqu'un qui aide. Voilà. Et donc, c'est comme si tous les gens étaient sur une seule ligne. Si on les aide à évaluer quelle est la distance relationnelle avec cette personne, quelles sont mes priorités en fonction de mon énergie, en fonction de l'énergie qui me reste, qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de l'énergie, c'est comme si je disais la batterie de mon téléphone est à 100%. Si la batterie de mon téléphone est à 100% et que je perds un peu de temps à regarder des vidéos, on pourrait me critiquer pour ça, on pourrait me dire tu passes trop de temps à regarder des vidéos. Oui, mais écoute, j'ai de la batterie, j'ai du temps, voilà. S'il me reste 5% de batterie, peut-être que je vais garder ma batterie au cas où l'école de mes enfants appelle s'il y a un problème. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Si la personne est à 100% de batterie et qu'elle dit « Moi, ce que j'aime, c'est donner à tout le monde ». Bon, t'as 100% de batterie, vas-y. Si t'as 10 000 euros dans la poche et que tu veux donner un billet de 10 euros à tous les gens que tu croises dans la rue... Dans le livre, c'est 50. Hein. 50, allez. Si je veux donner... Vous êtes plus généreux dans le livre. Vous avez bien lu le livre. Et l'inflation de la nouvelle année. Maintenant, je vois que il y a beaucoup moins en 2025. Hein. Mais si, par contre, il me reste 2 euros dans la poche... Est-ce que je vais plutôt les garder pour le premier cercle ou est-ce que je vais les donner à la première personne qui passe ? Et ça n'est pas de l'égoïsme, c'est donner du sens à ce qu'on fait. C'est pas trahir ses valeurs. C'est pas trahir ses valeurs. C'est de pouvoir remettre du sens, de la logique, du pragmatisme aux choses. Vous savez, pour la petite anecdote sur le côté là, une fois ma fille justement, on discutait de tout ça avec elle. Et elle est petite, hein, elle va avoir 10 ans seulement. Et elle me donnait l'exemple de me dire mais en fait c'est comme si j'allais aux toilettes et ça va te faire rire. Et il reste plus qu'une feuille de papier toilette en fait. J'ai beau aimer mon frère, alors je vais l'utiliser et j'irai acheter du papier après. Donc voilà, c'est pas de l'égoïsme, c'est de se dire qu'à un moment donné, c'est pragmatique. L'exemple parle à tout le monde. Voilà, c'est ça. Je trouvais que cet exemple était fantastique quand elle me l'a donné. Il reste la bouteille d'eau aussi, mais après, c'est un autre sujet. Mais par exemple, pour prendre un autre exemple aussi, il y a des gens qui disent mais c'est difficile de dire non quand on est quelqu'un de généreux. Et je l'entends très bien, c'est très dur. Et je donnais cet exemple une fois un jour. Alors souvent quand on prend le métro à Paris, il y a des personnes qui viennent nous demander de l'argent, il y a des SDF, etc. Un jour, il y avait dans le métro, il y avait une femme SDF qui rentre et qui avait une voix très plaintive et très sincère, et elle était à supplier littéralement, s'il vous plaît, j'ai faim. Enfin, c'était tellement touchant. Alors j'ai fouillé le fond de mes poches comme beaucoup de gens et je me dis voilà, c'est un bon exemple que s'il ne restait que 1 euro pour nourrir mes enfants et que j'étais face à quelqu'un qui supplie, qu'est-ce que ce serait dur. Et en même temps, ça aurait du sens quand même de dire je suis désolé, là je peux pas parce qu'il me reste 1 euro pour nourrir mes enfants. Ça aurait du sens, ça ne ferait pas de moi quelqu'un d'égoïste et ce serait avec l'idée que quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai de l'énergie, je le ferai à nouveau. Et donc, c'est là où la nuance intervient. C'est qu'on dit aux gens, vous avez moyen, sans trahir vos valeurs, en restant quelqu'un de généreux, mais en tenant compte de la distance relationnelle et de votre niveau d'énergie, vous pouvez trouver du sens à pouvoir dire non, à pouvoir dire plus tard. Et c'est très soulageant. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est très soulageant et les gens s'affirment mieux. Alors, vous parlez également de la saturation sociale. Comment est-ce que ces normes sociales saturent notre esprit ? On en a parlé un petit peu déjà au début de l'interview. En fait, c'est ces fameux doubles liens dans lesquels les normes sociales nous mettent. En fait, quand on regarde les magazines féminins, notamment, surtout au niveau de l'été, quand on voit acceptez-vous tel que vous êtes, et puis 3 pages plus loin, perdez 8 kilos en 2 semaines. En fait, ça, c'est des doubles liens. En fait, c'est des normes, c'est des choses sur lesquelles on se dit il faut faire comme ça. En fait, ou ces images d'Épinal auxquelles il faut répondre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et justement, on parlait des valeurs. Des fois, on n'habite pas en fait justement ces injonctions-là, on se reconnaît pas réellement dedans ou alors partiellement. Et ces injonctions-là, en plus, la plupart du temps, elles nous font des promesses, mais elles sont pas tenues en fait. Vous voyez. Encore hier, j'avais une patiente qui venait et qui disait je sais pas si j'ai envie d'être dans le schéma classique d'habiter avec mon compagnon, etc. Sa famille a du mal à le comprendre. En fait, c'est quoi la promesse de vivre ensemble, d'avoir le chien, la voiture, la maison, etc. Est-ce que ça garantit le fait d'avoir un mariage heureux et de vivre ensemble jusqu'à la fin de sa vie ? Elle me dit, non, c'est le 3e mariage qu'il fait, mon compagnon, déjà, a priori, il devrait comprendre que finalement, c'est pas la clé du bonheur et que la promesse, elle est pas au bout du chemin, en fait. Donc c'est vrai que voilà, on est saturé par des choses qui, encore une fois, n'ont pas forcément de sens en tant que telles. Donc il faut les questionner. Et c'est social aussi au sens du groupe social. Tu parlais, et à très juste titre, par exemple, les femmes sont soumises à beaucoup de ce genre de double lien. Et
dans les autres catégories, on va avoir d'autres doubles liens qui vont nous mettre dans ces choses-là. Donc c'est vrai, la femme, elle doit s'accepter comme elle est, mais essayer d'être plus jolie, mais pas trop quand même, parce que sinon, etc. Et elle doit être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne amie, une bonne collègue. Du côté des hommes, on va avoir, vous êtes un homme et vous devez quand même montrer votre sensibilité, mais quand même pas trop, parce qu'il ne faut pas trop pleurer quand on est un homme, mais enfin quand même, il faut être fort. Mais enfin quand même, aujourd'hui, il faut accepter qu'on n'est pas les seuls à être forts. Les jeunes vont avoir beaucoup de pression. On va leur dire à chaque fois, tout ne repose pas sur les diplômes, mais on va leur mettre Parcoursup pour leur mettre la pression. On va être dans un... Et chacun dans sa catégorie sociale va subir des il faut, des je dois, et puis il faut être un bon quelque chose, un bon élève, un bon ami, un bon... Et parfois on est... Effectivement, parfois on est d'accord, ça ne nous posera pas de problème, et puis parfois on nous dit, tu devrais faire ça pour être un bon collègue. Oui, c'est ça, c'est quoi être un bon collègue, par exemple. Le burn-out, ça va être aussi, on me demande de faire quelque chose dans mon entreprise et je suis pas très à l'aise avec ça. Et du coup, ça commence à me saturer. Alors, je le fais, mais si je le fais, c'est que je suis d'accord. Ou alors, non, je suis pas d'accord, j'envoie tout balader. Oui, mais je peux pas envoyer tout balader quand même, il faut que je garde mon travail. Et la saturation, elle commence aussi par là. Oui, mais là, si on attaque le système des valeurs, c'est autre chose. Oui. Si on vous demande de faire quelque chose qui est contre vos valeurs, oui. Donc là, et de plus en plus on l'entend ça en entreprise. Les conflits de valeurs, oui. Ouais. Et justement, nous, ce qu'on essaye de mettre, alors une fois de plus comme nuance, c'est le mot qui revient, c'est que là, pareil, on nous met dans des extrêmes. Soit t'acceptes et t'es d'accord parce que c'est comme ça, soit tu devrais tout refuser, tout envoyer balader, j'emmerde le système. Ça marche pas, ni l'un ni l'autre, parce qu'en vérité, je suis bien obligé quand même d'un petit peu adhérer au système pour garder mon boulot. Et donc, du coup, nous, ce qu'on met comme nuance, c'est que en travaillant, donc c'est pour ça qu'on parlait du carnet tout à l'heure, c'est important pour nous que les gens aient un retour sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas de thérapeute quand ils ont un livre, ils n'ont pas quelqu'un à qui en parler, donc ils écrivent. Et grâce à l'écriture, on leur donne des exercices très précis pour faire le point sur c'est quoi mes valeurs et qu'est-ce que je fais quand je suis en désaccord avec ces valeurs. Est-ce que j'accepte parce que finalement je suis d'accord avec ces valeurs? Est-ce que je refuse complètement parce que c'est possible? Ou est-ce que j'accepte mais pour une autre raison? Par exemple, si je dis ok, c'est pas tout à fait mes valeurs, mais c'est pas non plus inacceptable et je peux le faire parce que je réponds à une valeur qui passe encore au-dessus. Par exemple, garder mon travail pour nourrir mes enfants. Par exemple, garder ce travail parce que le reste du travail me plaît. Voilà, donc c'est une idée. Alors comment on fait quand on ne sait plus où donner de la tête, qu'on commence par quoi finalement? L'idée, c'est toujours de toute façon avoir en tête la désaturation sur le plan cognitif. Ça permet d'y voir plus clair, quoi qu'il en soit en fait. De faire un petit reset, on appelle ça des moments reset. Tout part du corps. C'est ça. On aurait dû commencer par là. Oui. Mais d'ailleurs, vous-même, vous ne commencez pas par là. Donc, on n'a pas commencé par là. Oui, quand on en a parlé dans l'interview, en effet, mais dans le livre, on part de là en fait, parce que c'est vrai que voilà, le socle, c'est le corps en fait. Donc, quand on ne sait pas par où commencer, en fait, c'est déjà juste de faire ce reset-là. Ça nous fera gagner de l'espace et on y réfléchira un peu plus objectivement en fait. Donc, si on ne sait pas, il faut passer par là. Il faut commencer les exercices reset. Exactement, en fait. Les exercices qui sont des pauses purement corporelles. C'est ça qu'on propose de faire aux gens. Alors, donnez-moi un exemple de reset corporel. Alors, il y en a plein. Il y a le côté où, alors moi, je suis une aficionado du café, donc je donne souvent cet exemple-là de se dire, le temps d'une tasse de café, en fait, même pas forcément toute la tasse, mais ressentir réellement la chaleur, en fait, prendre le temps de ressentir ça. Alors là, ou l'odeur. Vous mettez les mains autour de la tasse. Les mains autour de la tasse et on fait rien d'autre. Moi, je pousse même jusqu'à essayer de ressentir la chaleur derrière mon pouce, en fait, pour être vraiment hyper focalisé sur cette chaleur-là et laisser, en fait, un peu cette. On sait que la chaleur, c'est quelque chose qui relâche, qui détend, en fait. Donc, on peut faire ça, on peut. Et surtout, rien faire d'autre que ça pendant 3 minutes. Voilà. Et puis, on boit ce café de façon procédurale. On sait boire de manière procédurale. On n'a pas besoin d'y réfléchir, finalement. Donc, du coup, on peut boire le café. C'est pas un truc qu'on fait en plus, finalement. C'est juste on le fait différemment. C'est faire différemment les choses qu'on fait en temps normal. On va donner des exercices qui vont reposer sur la focalisation sur une petite chose. C'est pas des grands exercices d'hypnose, de méditation, etc. C'est par exemple pendant 1 minute, 2 minutes, se concentrer sur la respiration et même sur un détail. Le fait qu'à chaque fois que j'expire, mes épaules descendent. Juste ça, 3 minutes. Et ne rien faire d'autre. Bien, la suite est dans votre livre, c'est passionnant. Alicia Sandon, Dr Philippe Haïm, vous publiez Je désature, la méthode pour retrouver vos facultés et votre équilibre chez Marabout. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et on a mis plein d'infos sur le site qui s'appelle jesature.com. Voilà, si ça intéresse les gens d'aller plus loin, et bien sûr on mettra le lien vers cette interview sur ce site. J'espère bien. J'espère bien. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.